Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette seconde partie de la journée. Nous espérons que vous avez passé un excellent déjeuner et nous allons, vous le savez, être amenés à voter cet après-midi. Alors justement, Patrick, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement ? Absolument, Isabelle. Donc, tous les délégués votants sont munis de leur boîtier. Vous avez glissé la carte magnétique qui vous avait été remise à votre accueil à l'intérieur. On va projeter le mode d'emploi du boîtier. C'est assez simple. Quand le vote est ouvert, vous allez pouvoir appuyer sur 1 pour voter pour. Vous allez pouvoir appuyer sur 2 pour voter contre ce qui vous est proposé. Ou vous allez pouvoir voter 3, appuyer sur le bouton 3 pour vous abstenir. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le reste, c'est Xavier qui le fait, qui est notre président du bureau de la session de cet après-midi, qui va donc vous lire la question sur laquelle on vous demande de vous prononcer, qui va ensuite déclarer le vote ouvert. On va faire un test et vous allez voir qu'une fois le vote ouvert, vous avez un petit compteur qui défile avec un compte à rebours. Essayez de voter avant que le compte à rebours ne soit arrivé à 0. Vous avez 15 secondes, normalement on y arrive. Vous avez le choix entre 3 boutons. La question test, on va faire un test grandeur nature, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Donc, est-ce que vous pensez que ce serait bien de faire un nouvel exercice de gymnastique ? Donc, Xavier, donc, je t'invite à déclarer le vote ouvert. Donc, je déclare le vote d'essai ouvert. Le vote est ouvert. Vous voyez le compteur qui défile, les secondes, inexorablement. 7 secondes. Votez, votez, votez. 3 secondes. 2. À 0. Donc, notre président de séance déclare le vote fermé. On avait prévu plus long, peut-être ? Pardon ? On avait prévu plus long ? Non ? Et donc, en direct, vous voyez les résultats du vote. Bon, il y en a quand même 21% qui ne sont pas pour refaire du sport tout de suite. Voilà, donc vous serez amené à, j'espère que vous avez compris, vous serez amené à voter donc 3 fois cet après-midi. Merci. Merci Patrick pour toutes ces précisions. Alors, vous le savez, cet après-midi, nous allons parler du mouvement et ses adhérents. Nous aurons plusieurs temps forts statutaires et notamment le texte d'orientation pour la prochaine mandature. Avant cela, eh bien, nous aurons 3 focus en termes d'organisation cet après-midi. L'organisation territoriale, la gouvernance et la diversité, et enfin les cotisations. Alors j'invite justement à me rejoindre Jacques Landriot, Isabelle Jousselin et Amélie Raphaël. Alors, on va rappeler quelques idées forces qui sont issues des congrès régionaux. Et pour cela, eh bien, c'est Patricia L'Excellent que nous retrouvons pour nous présenter les contributions des adhérents. Ces contributions ont été déposées sur une plateforme contributive qui a été mise à disposition des régions. Patricia, nous vous écoutons. Merci Isabelle. Donc effectivement, à l'occasion des congrès régionaux d'avril à fin juin, il y avait une plateforme contributive qui avait été mise à disposition et qui a recueilli plus de 2000 contributions. Donc autour des 7 questions qui avaient été proposées autour des grands axes d'orientation, performance au service des adhérents, le projet sociétal et le plan de développement. Alors il faut savoir que ce même dispositif de plateforme contributive vous sera reproposé tout à l'heure à l'occasion des ateliers, donc pour les 7 ateliers. Donc vous pourrez contribuer pendant les ateliers, mais aussi jusqu'à demain soir, ce qui vous permettra de vous imprégner des différentes thématiques, même si vous ne pouvez pas participer à tous les ateliers. Donc une petite sélection des contributions sur la thématique « Le mouvement et ses adhérents ». Donc sur la première question que nous avions, quels sont les moyens et actions à mettre en place pour renforcer l'accompagnement individuel
des adhérents. Donc là, il y a eu plus de 320 suggestions, alors qui se sont regroupées par le système de la plateforme donc, qui analyse les réponses. Donc les principales orientations sont développer l'interconnaissance et le partage de savoir-faire entre adhérents, l'accompagnement RH avec notamment l'offre de formation, le fait d'aider les scopes à passer des stades de développement, et donc dedans on va retrouver les souhaits en matière d'appui à la fois par des délégués, donc en termes d'écoute et de proximité, mais aussi d'un certain nombre d'outils à distance, avec notamment des plateformes permettant de partager des modèles, des documents types, des boîtes à outils et des forums d'échange entre adhérents. Alors le tutorat et le parrainage entre coopérateurs ont également été cités. Et dans la catégorie autre, là on avait des contributions peut-être un peu plus individuelles, on retrouve la notion de e-learning, de visite beaucoup plus régulière des délégués auprès des coopératives, de développer la notion d'observatoire, dont Amélie vous a déjà parlé ce matin, notamment autour de la question des salaires dans les coopératives qui est ressortie, et de mettre en place par exemple des binômes d'experts élus permanents qui viennent tous les deux contribuer à l'aide au développement des coopératives. Et sur une deuxième question, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour que le mouvement soit davantage un lieu d'échange et d'intercoopération? Parce qu'on a vu ce matin que dans l'enquête adhérence, c'était effectivement une attente très forte. Donc là, il y a eu 350 contributions, avec une très forte dominance sur le besoin d'échange de bonnes pratiques. Et alors, ce qui était important, c'est de voir qu'il y avait une demande de le faire entre adhérents, mais pas uniquement entre adhérents, c'est aussi par des rencontres thématiques de développer les échanges entre associés en charge d'un certain nombre de dossiers, donc de développer ces échanges intercoopératifs. Et puis des rencontres entre scopes, donc là la notion de convivialité avec des initiatives type apéro, déjeuner, des échanges sur les mêmes métiers. Donc on retrouve bien le besoin de sortir de l'isolement et de profiter de l'expérience des autres coopératives avec des échanges directs, et donc d'où un rôle important d'animation de proximité que doivent jouer les unions régionales, et je pense que Jacques y reviendra. Merci, merci Patricia. Jacques Landriot, justement, eh bien, vous le savez très bien, une nouvelle organisation territoriale du mouvement est en préparation. Pouvez-vous justement nous en expliquer les principes et nous indiquer aussi son état d'avancement ? C'est vrai qu'il y a les deux choses. Alors la première, c'est, vous le savez, suite à un séminaire de la direction nationale, nous avons décidé donc d'une nouvelle organisation territoriale du mouvement basée sur 3 principes. Alors déjà, le premier, c'est un découpage politique qui correspond au découpage administratif. Ça, c'était la chose qui nous paraissait vraiment essentielle et indispensable. 2, toujours la proximité renforcée pour améliorer le maillage territorial. On en a parlé ce matin, on en reparlera encore, je pense, pas mal de temps. Et après, des niveaux d'organisation complémentaires au service des adhérents. Alors derrière, il y a la carte, et c'est à partir de cette carte que je vais pouvoir commenter parce que c'est, à mon avis, parfait. Voilà, et puis je vais vous dire l'état d'avancement. Parce que ça dépend un peu des régions. Alors, j'ai les Hauts-de-France, pas de problème, ils ne changent pas. Donc eux, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de difficultés, simplement ils ont changé de nom. Le Grand Est, pareil, ça ne change pas, mais ils ont changé de nom également, donc il s'appelle le Grand Est. Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a pas de problème non plus particulier. Par contre, Auvergne-Rhône-Alpes, oui, il y a un changement, puisque avant, il y avait une union régionale Auvergne, une union régionale Rhône-Alpes, on n'en fera qu'une. Donc les discussions sont avancées entre les deux régions pour que les choses puissent se faire. On a mis une fin à, j'allais dire une deadline, je ne sais pas beaucoup employer le mot anglais, mais bon, à fin janvier, 31 décembre 2017, c'est-à-dire 1er janvier 2018, il faut que les fusions soient faites, ou tout du moins qu'on ait créé la nouvelle union régionale, là qui va s'appeler Auvergne, je crois, Auvergne-Rhône-Alpes. Après, vous avez PACA-Corse, donc ça ne change pas. Par contre, là, vous avez Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Alors, pour ceux qui sont les plus anciens, les deux régions étaient séparées. Disons que, bon, ils étaient ensemble à une époque, on les a séparés, ben là, ils reviennent ensemble. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ça s'est passé dans un laps de temps relativement faible. Mais c'est comme ça. Et on a pensé que ça serait bien d'avoir quand même cette région. Je pense que ça devrait se passer relativement bien, mais il y a des choses quand même à faire sur les régions. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça que j'en profite, peut-être que ça ne va pas avec le slide, mais peu importe, je crois que c'est mieux quand on regarde la carte. J'en profite pour dire que la direction nationale aussi a décidé d'accompagner les unions régionales
d'une manière organisationnelle et financière. Parce que ça paraît simple comme ça de vouloir fusionner, c'est pas si simple que ça. Hein, ça demande des problèmes juridiques, ça fait des problèmes, bon, chacun a ses locaux, il y a des choses, bon, enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire qui vont engendrer finalement pour nos unions régionales des coûts. Donc le mouvement a dit on les prend en charge, et puis deux, on va les aider le plus possible, évidemment, pour les accompagner dans leur fusion. Alors après, j'ai une autre région qui est un tout petit peu plus compliquée, qui est donc Poitou-Charentes, Limousin, puisque Limousin-Berry à l'époque, maintenant c'est Limousin, vous allez voir pourquoi, et puis donc l'Aquitaine, qui s'appelle maintenant Nouvelle-Aquitaine. Bon, là on a un tout petit peu plus de difficultés, mais je crois qu'on va y arriver quand même. L'important, il faut vraiment, et moi je le dis fermement aujourd'hui, on ne va pas forcer les choses à se faire le plus vite possible. La deadline, c'est le 1er janvier 2018, il faut qu'il y ait une seule union régionale. Par contre, il est certain que certains demandent à avoir peut-être encore une entité juridique qui existe pendant un certain temps. Je pense qu'il faut adhérer à ces choses-là parce qu'il faut que tout le monde soit en accord. On ne pourra pas faire ça les uns contre les autres. Hein, donc on va essayer, et on s'en chargera, je pense, au niveau du bureau pour travailler ça ensemble avec eux, pour les aider et puis faire en sorte que les différentes étapes qu'on pourra avoir, je ne sais pas, il peut y avoir 2, 3 étapes, se passent correctement et que finalement on puisse arriver à terme à ce que nos ensembles de nos 3 unions régionales en fassent qu'une d'une manière juridique. Et puis vous avez l'Île-de-France qui avait la Haute-Normandie. Alors l'Île-de-France avait la Haute-Normandie. Donc, et puis vous savez qu'on a fait avec la Basse-Normandie qui était sur l'ouest, il n'a fait qu'une région, la Normandie. Donc on a pensé, et l'Île-de-France a accepté, que ça serait bien que la Haute-Normandie passe sur la région ouest, et ça veut dire que l'Île-de-France n'aura plus que le centre avec elle, et récupère les 2 petits départements. Alors pour les raisons, je ne connais pas lesquelles à l'époque, il y avait 2 départements qui n'étaient pas du Berry, qui n'étaient pas rattachés encore à l'Île-de-France. Donc c'est fait. Sur ce, la Normandie sera donc rattachée à l'ouest avec la Bretagne et le Val-de-Loire, hein, qui fait en somme, elle aura 3 régions de programme sur ça. Voilà, les choses se passent, c'est pas si simple, hein, parce que c'est complexe, c'est peut-être plus complexe qu'on le pensait au début, mais je crois que c'est une très bonne chose politiquement de le faire. Il faut vraiment à la fois qu'on ait une région de programme clair, net et précis, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner au niveau administratif. Et puis qu'en somme, on est aussi des pôles territoriaux, c'est-à-dire qu'il y aura un pôle territorial, par exemple, qui peut être dans les Limousin, un pôle territorial en Poitou-Charentes, un pôle territorial qui pourrait y avoir à Bordeaux. Il pourrait y avoir un 2e pôle territorial, parce qu'actuellement, je crois que l'Union régionale de Bordeaux a son siège à Tarnos, qui, je crois, complètement dans les Landes, à 2 heures, 2 heures et demie peut-être de Bordeaux. Bon voilà, on pourra créer des pôles territoriaux de manière à ce qu'on soit très présent auprès des coopératives. C'est un peu l'idée. Alors il faut le mettre en place, mais je pense qu'avec l'aide de tout le monde, et puis on peut y arriver assez facilement. Voilà, je ne sais plus ce que j'avais derrière, mais je pense que j'ai dit à peu près tout. Il suffit, si simplement, peut-être avant de lancer le film, peut-être que pendant la période, un petit peu, je dirais, jusqu'à fin 2017, vous savez qu'aujourd'hui, enfin, vous allez voter, j'espère, cet après-midi, qu'il y aura 3 représentants par union régionale à la direction nationale. Pendant la période un petit peu qui va nous séparer de fin 2017, les unions régionales qui ne seront pas encore totalement fusionnées auront droit d'avoir donc par exemple Poitou-Charentes, Limousin-Berry, Aquitaine 6 représentants, mais vous n'aurez que 3 votants. Mais ils participeront toujours à la direction nationale de manière à ce qu'ils ne perdent pas le fil de l'histoire. Et je crois que c'est une très bonne chose aussi. Hein. Je crois que là, on a toutes les choses pour réussir. Union régionale, par contre, les modalités dans certaines, disons, grandes unions régionales sont encore à déterminer. On va y aller par étapes et doucement, mais sûrement. Voilà. Merci, merci Jacques. Alors, écoutez, je vous propose de passer à la partie gouvernance et diversité avec Isabelle Jousselin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle Jousselin, vous êtes administratrice voilà, de l'UR Île-de-France, Centre Orléanais, Haute-Normandie et Dom-Tom, et vous êtes une toute nouvelle membre de la direction nationale. Alors la composition de la direction nationale a non seulement été revue en lien avec la nouvelle organisation territoriale, mais aussi selon des objectifs de représentation de la diversité. Alors justement Isabelle, est-ce que vous pouvez nous rappeler ces objectifs et puis surtout nous dire s'ils sont ou s'ils vont être atteints? Okay.
Donc la Confédération, effectivement, est administrée par une DN qui se compose en fait de 3 représentants par UR, donc les présidents plus 2 personnes supplémentaires élues, sachant que cette composition sur les 3 postes doivent répondre à 4 ou 5 des critères suivants, donc composé au moins un homme, au moins une femme, qui est un critère obligatoire et qui va nous aider dans la représentativité, au moins une SCOP, au moins une SIC et au moins un renouvellement générationnel, donc moins de 45 ans dans le cadre de la DN. Voilà. Au niveau régional, donc dans chaque CA, on va tendre vers un tiers des femmes, au moins 10% de SIC et au moins un jeune, et là de moins de 35 ans. Voilà. Donc ça, ce sont les objectifs. Et concernant les résultats, donc sur ce qui concerne les femmes, donc là, c'est là où on aura a priori le moins de difficultés grâce à ces critères qu'on s'est fixés. Donc rappelons déjà qu'il y a 31% des effectifs de nos SCOP et SIC qui sont, et CAE qui sont donc 31% de femmes et 25% de dirigeantes. Ce qui est super, puisqu'on est quasiment à 7 points au-dessus des entreprises, entre guillemets, classiques, d'après le classement INSEE. Donc 25% de dirigeantes. Et par rapport à ça, la représentativité au sein du mouvement est bien représentée, puisque donc on était à 24% et la prochaine DN sera à 27%. Donc on est assez cohérent. Voilà, avec... ça, c'est sur les UR et la DN à 30%, voilà, en objectif. Concernant les jeunes, donc là, on a 15% de jeunes dirigeants. On doit faire un effort sur les administrateurs, administratrices UR et a fortiori sur la direction nationale. Pour l'instant, on était à 3%, on va monter à 6%, donc c'est mieux. Mais il faut continuer le renouvellement générationnel. Voilà. Et concernant les SIC, donc c'est là où on a aujourd'hui 11% de coopératives adhérentes, 12% d'administratrices, administrateurs, et on va passer à une direction nationale à 4%. Donc on augmente petit à petit et ça ira de mieux en mieux. Très bien. Merci beaucoup Isabelle Jousselin donc, pour ces chiffres. Eh bien, je vous propose de poursuivre avec Amélie Raphaël qui va venir nous retrouver pour la partie cotisation. Amélie, nous vous écoutons. Merci. Donc effectivement, je vais vous présenter le deuxième volet finalement du travail qui a été réalisé par le groupe qui a déjà, j'ai évoqué sur les modèles économiques. Alors ce chantier cotisation, pour démarrer, quelle est la méthode qu'on a poursuivie? Alors, il faut être conscient que le chantier cotisation, finalement, c'est un chantier qui ne se ferme jamais, puisqu'on a déjà évoqué qu'à la dernière mandature, donc au dernier congrès, on avait fait une première évolution qui était de passer à une déclaration des coopératives, à un appel, qu'on avait essayé d'améliorer la transparence, les modes de calcul en cours de mandature. Et donc, il nous semblait important d'avoir pour ce congrès aujourd'hui, d'aller plus loin dans nos objectifs. Et donc, on a accéléré le travail par d'abord un cadrage à la Convention nationale de juillet 2015 qui a permis de donner une feuille de route dont le groupe de travail de 13 membres élus, adhérents et permanents s'est saisi, et donc qui a travaillé d'une part sur les modèles économiques, mais aussi spécifiquement sur le chantier cotisation. Et puis, depuis cette convention nationale, on a fait des allers-retours fréquents avec la direction nationale pour pouvoir affiner finalement la proposition qui est celle que je vous présente cet après-midi. Cette proposition, elle a été adoptée
en convention nationale de juillet 2016, donc finalement 1 an après le démarrage de la feuille de route, et j'espère que nous pourrons la ratifier aujourd'hui. Les objectifs de cette proposition sont surtout d'améliorer l'équité ressentie de la cotisation, ce qui est quelque chose toujours de complexe, puisqu'on est un mouvement qui est extrêmement divers, avec des entreprises d'activités différentes, donc avec des comptes d'exploitation aussi structurés de manière très, très différente, ce qui ne permet pas d'avoir quelque chose d'homogène qui ferait une sorte d'équité un peu naturelle. On a des entreprises qui ont des petits chiffres d'affaires, beaucoup de salariés, des ratios de sociétariat extrêmement divers également. Voilà. Et donc on a entendu que certaines entreprises nous disaient, voilà, moi j'ai beaucoup de la cotisation, si je la ramène à mes salariés, finalement ça fait beaucoup plus qu'un tel, etc. Donc voilà, on a écouté tout ce ressenti en se disant, on va essayer de proposer quelque chose qui puisse faire un premier pas en avant, tout en gardant quelque chose de simple. C'est un objectif important aussi. Il faut que ce système de cotisation, on le voit, la cotisation est importante pour le mouvement, c'est comme ça qu'on est autonome. Et donc si elle est si bien payée par nos adhérents, la cotisation, c'est parce qu'elle est aussi simple à comprendre. Et donc il fallait absolument qu'on poursuive dans cette simplicité, que ce soit acceptable par l'ensemble des adhérents. Et puis évidemment, il fallait aussi qu'on ne bouscule pas complètement les ressources du mouvement. On a vu que ces ressources sont déjà bousculées, notamment pour les unions régionales, par les subventions territoriales. Donc il fallait malgré tout aussi préserver notre capacité d'aller de l'avant et de poursuivre le développement du mouvement. Un objectif également d'améliorer le taux de recouvrement. On a vu ce matin qu'on n'était pas évidemment encore à 100%, donc il faut qu'on poursuive également dans ce sens-là dans les années à venir, par le changement du système, mais aussi tout simplement en fonctionnant mieux techniquement dans tout le processus de cotisation. Alors concrètement, on a travaillé autour de beaucoup de projections, donc là on a fait beaucoup de statistiques pour vérifier quels sont les indicateurs qui nous permettraient d'avoir des bases de calcul qui répondraient aux objectifs que j'ai présentés. Donc on a travaillé naturellement autour des marges, des chiffres d'affaires, des valeurs ajoutées, de la masse salariale, des équivalents temps plein, donc de tous ces indicateurs qu'on a fait jouer ensemble pour voir comment ça faisait évoluer les cotisations éventuelles des coopératives, voilà, en faisant monter, descendre, faisant des choses parfois extrêmement complexes, avec des taux d'appel différents. Et donc tout ça a été présenté, comme je vous l'ai dit, aux directions nationales successives. Les documents ont circulé également régulièrement dans les unions régionales, naturellement. Donc vos conseils d'administration ont dû voir ce chantier se construire. Et donc en vérifiant l'impact à la fois pour le mouvement et pour les coopératives à chaque nouvelle modélisation. Donc sans plus de suspense, la proposition qui a été retenue à la direction nationale et adoptée à la convention de juillet 2016 est la suivante. Je pense qu'elle répond à l'ensemble des critères qu'on s'est fixés. Donc on propose un calcul de cotisation confédérale basé sur 3 pour 1000 du chiffre d'affaires, donc ce qui ne change pas par rapport à une des possibilités déjà existantes, ou 7 pour 1000 de la valeur ajoutée, selon la méthode la plus favorable à la coopérative adhérente, sachant que ce favorable est calculé automatiquement puisqu'on dispose des éléments chiffrés des coopératives. Donc c'est un système qui est simple, qui nous semble faire un pas vers l'équité, puisque pour l'ensemble des coopératives qui ont des achats importants ou de la sous-traitance importante, des achats importants, ça permet d'avoir la valeur ajoutée est un indicateur, voilà, qui permet, rapproché au chiffre d'affaires pour les autres, d'avoir une cotisation plus cohérente. Et donc ça rapproche notamment, si on fait le ratio par salarié, ça rapproche dans l'ensemble des métiers le ratio cotisation par salarié. Je vous rappelle qu'on avait une cotisation avant pour notamment les coopératives de négoce et quelques autres exceptions de 6 pour 1000 de la marge. Et donc pour ces coopératives-là, de passer de 6 pour 1000 de la marge à 7 pour 1000 de la valeur ajoutée,
naturellement, on l'a vérifié, c'est aussi une progression également. Et puis, donc ça c'est le grand principe. Ça permet aussi de supprimer un certain nombre de choses, de simplifier un certain nombre de choses qui étaient dans la règle précédente et qui n'étaient pas toujours également très bien compris, notamment de supprimer dans le calcul basé sur le chiffre d'affaires la réintroduction d'un certain nombre de subventions, puisque au préalable, on était à 3% du chiffre d'affaires, 3 pour 1000, pardon, 3 pour 1000 du chiffre d'affaires, mais en réintroduisant des subventions d'exploitation. Ça permet également voilà, d'enlever toute une problématique que nous avions actée autour notamment des entreprises adaptées, des entreprises d'insertion qui avaient des exceptions qui peuvent être à ce moment-là levées. On maintient des choses qui avaient été décidées à au dernier congrès, c'est-à-dire les cotisations minimum de 300 et de 600 €, comme la dégressivité pour les tranches hautes, donc à partir de 75 000 € de cotisation, il y a une dégressivité, c'est-à-dire que sur les cotisations supplémentaires, il y a une dégressivité, et puis le plafond qui est positionné à 375 000 € de cotisation, sans pour autant voilà, que ce montant ne puisse être inférieur à ce qui serait un tiers de la cotisation appelée, c'est-à-dire qu'une coopérative ne pourrait pas payer moins d'un tiers de l'appel par la règle générale. Bon, ce plafond est malheureusement encore très haut pour l'ensemble de nos coopératives, mais on peut espérer qu'au prochain congrès, on aura effectivement quelques coopératives qui auront dépassé ce plafond. Voilà, donc avec cette mise en place, on a effectivement du coup aucune hausse pour aucune coopérative. Et on a une baisse de cotisation pour 450 coopératives, celles qui passeront au 7 pour 1000 de la valeur ajoutée. Ce qui générera, selon les calculs actuels, évidemment ça dépendra de la santé économique des coopératives dans les années à venir, mais ça devrait, à périmètre constant, faire une baisse de cotisation de 400 à 500 000 € pour le mouvement. Pour mémoire, hein, les cotisations, c'est 9,5 millions à peu près, en net. Et donc c'est une baisse de cotisation qu'on a estimée comme raisonnable dans les projections, puisque le mouvement se développe en même temps, donc il sera normalement compensé, cette baisse également, par l'augmentation de la base avec les nouvelles coopératives, et donc de ne plus avoir de cas particuliers sur certaines entreprises avec des exploitations particulières. Voilà, j'ai fait la présentation, je pense qu'il y aura un vote, mais que c'est important peut-être éventuellement de pouvoir répondre à vos questions. Voilà, donc merci beaucoup Amélie pour ce point sur les cotisations. Et effectivement, on a une dizaine de minutes d'échange avec vous. Donc un micro, comme ce matin, un micro va circuler, donc n'hésitez pas. C'est le moment de poser les questions. Alors en haut à droite, me signale-t-on. Voilà. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. J'aurais juste aimé savoir qu'est-ce qui avait motivé le plafonnement des cotisations pour les plus gros scopes et la dégressivité des cotisations aussi. Moi, ça me paraît bizarre que les plus grosses cotisent moins proportionnellement que les plus petites. Oui, alors donc le plafond et la dégressivité, existe depuis déjà, c'est quelque chose qui a été voté déjà à au dernier congrès. Par contre, effectivement, le plafond s'est mis en place, il a été augmenté d'ailleurs, il s'est mis en place en cours de mandature. Je pense qu'il y a deux objectifs principaux. Il y a le fait qu'on a une grande diversité de coopératives et qu'il semblait important que le mouvement ne dépende pas de manière trop importante non plus de certaines coopératives. C'est-à-dire qu'en valeur absolue, ça fait quand même une masse extrêmement importante. Bon, là, 375, je crois qu'on n'a personne encore, hein, honnêtement.
Mais voilà, ce sont des masses quand même extrêmement importantes. Et donc après, en termes sur le compte de résultats des quelques scopes qui seraient éventuellement en question, pour les salariés, ça commence à faire sur le résultat des montants importants. Et pour le mouvement, ça peut interroger aussi de dépendre autant de quelques coopératives. Voilà. Donc c'est le consensus qui a été trouvé. Merci Amélie. Alors, le micro, on va prendre une autre question. Pas d'autres questions. Donc sur l'aspect cotisation. Non, pas d'autres. Avec la lumière, on voit pas bien, mais bon, bah écoutez, s'il n'y a, si à droite, à gauche. D'accord. Oui, bonjour. Christophe Audbin, directeur d'une SIC qui s'appelle Urban Coop. Les problèmes des cotisations dans les unions sont récurrents, surtout quand c'est la crise. Est-ce que vous avez imaginé de travailler sur une solvabilisation d'une partie des services de la CGScope, de telle manière de baisser peut-être un peu, ce qui la rendrait encore plus facilement acceptable, les cotisations liées au chiffre d'affaires ou à la valeur ajoutée, quitte à solvabiliser certains services ou actions que la CGScope fait, soit à l'occasion, j'en ai bénéficié, donc je le dis, et gratuitement, quand il y a eu à rédiger des statuts ou quand il a fallu aider à une certification. Bref, ce sont des services, certains pourraient être un peu financiarisés pour ceux qui les utilisent, parce que d'autres ne l'ont pas utilisé. Et globalement, ça organiserait peut-être une organisation des recettes absolument nécessaire, que je ne discute pas, un petit peu différenciée, avec des taux d'appel peut-être plus facilement acceptables pour des scopes qui ont ou des difficultés ou qui sont dans des phases difficiles. Voilà ma question. Si, alors, et ça me donne l'occasion de répondre aussi sur un autre point, sur les scopes en difficulté. Alors, la question est très vaste. Hein. Je pense que je ne suis pas assez ancienne dans le mouvement, mais je ne suis pas non plus si ancienne que ça. Mais je pense que de tout temps, du moins c'est moi ce que mes pères m'ont transmis, on a toujours fait en sorte que la tête du mouvement soit vraiment basée sur la cotisation, d'une part pas nécessairement trop sur la subvention pour faire ce qu'on voulait dans notre mouvement, et par ailleurs la cotisation ça représente vraiment la solidarité la plus importante qui puisse être. Par contre la question de la vente de services, enfin, le service est une question qui est réelle et qui se passe déjà aujourd'hui dans les unions régionales, puisqu'on l'a vu dans les unions régionales. La cotisation nationale représente une part, disons en moyenne un tiers des ressources. Il y a un tiers, encore en moyenne, ça dépend des unions régionales, qui va venir effectivement des subventions des collectivités territoriales. Mais il y a un tiers, c'est une moyenne également, qui va venir effectivement de la facturation d'un certain nombre de services aux adhérents ou aux futurs adhérents, puisque certaines UR peuvent effectivement faire payer l'accompagnement à la création pour des entreprises. Donc je pense que les unions régionales sont probablement le bon niveau pour faire cet arbitrage qui va dépendre de la réalité de chacun des territoires d'ailleurs, entre ce qui doit être du service apporté syndical par la cotisation, qui répond finalement à la cotisation, et ce qui doit être par ailleurs facturé. Évidemment, c'est des choses dont on parle régulièrement en direction nationale, mais il y a aussi cet arbitrage qui est fait en fonction de la réalité du territoire. Par ailleurs, on essaie de toute façon de prendre en compte également que certaines entreprises sont effectivement en difficulté. Et donc il y a un processus qui s'est mis en place et qui est très simple et qui est transparent, puisque l'information est également en direction nationale, donc auprès de tous les conseils d'administration des unions régionales. On regarde les cas particuliers, et quand il y a des demandes d'exonération partielle et ponctuelle, c'est nécessairement toujours partiel et ponctuel, et ça doit répondre à des difficultés économiques qui sont avérées et qui sont effectivement
discuter avec les unions régionales, avec les délégués des unions régionales. Donc ça, c'est déjà pris en compte. Et naturellement, pour nous, c'est aussi surtout une alerte pour accompagner d'autant plus les coopératives. Après, je voudrais juste conclure sur l'acceptabilité de la cotisation. On est un mouvement qui est exceptionnel de ce point de vue-là, parce qu'on a certes des cotisations qui sont importantes, mais qui sont réglées et acceptées très très largement par nos coopérateurs, parce qu'on sait que c'est un des moyens de défendre un modèle qui, même s'il se développe et qui continuera de se développer, reste encore petit dans le monde de l'entreprise en France. Et voilà, la cotisation, c'est le premier geste militant. Et je pense que globalement, on a une très grande acceptation de la cotisation de l'ensemble de nos coopératives. Et donc, ça veut dire de l'ensemble de nos coopérateurs et nos coopératrices. Merci Amélie. Est-ce qu'il y a une dernière question, voire une ou deux? On est bien dans le timing. Encore une question, une remarque? Alors voilà, monsieur. Oui, bonjour, Vincent Audouin de Macoré. Juste une petite question pour rebondir sur ce qui vient d'être évoqué, sur le fait que l'adhésion est plutôt bien acceptée. J'ai vu ce matin qu'entre les appels d'adhésion et les adhésions réellement payées, il y avait 1 million d'euros d'écart. Donc moi, ça me posait un peu question, voilà, si je pouvais avoir un éclairage. Je pense qu'on en a parlé ce matin, je ne vais pas revenir sur, mais on en reparle régulièrement de toute façon. C'est un objectif de rapprocher ces deux choses-là. Ça se rapproche depuis les 4 dernières années, et l'objectif de changer et de faire un appel à la place d'une déclaration, c'était l'objectif. Et donc on progresse, et je pense qu'on est, voilà, c'est une préoccupation quotidienne, puisque c'est une question d'équité, effectivement, que chacun s'acquitte correctement de sa cotisation, mais ça va dans le bon sens. Merci Amélie. Merci à vous. Alors, nous allons maintenant passer au vote de ratification des nouvelles modalités de calcul des cotisations. Alors, pour cela, eh bien, je passe la parole au président du bureau, Xavier Châtelier, qui est président de l'UR Languedoc-Roussillon. Donc, merci. Donc, la question qui est posée au Congrès est de voter par oui, non ou abstention sur la ratification des nouvelles modalités de calcul. Donc, ratifiez-vous les nouvelles modalités du calcul des cotisations. Donc, vous vous munissez de votre petit appareil magique et vous suivez les consignes qui sont affichées. Donc, je déclare le vote ouvert pour quelques secondes. Vous avez vu, c'est rapide. Alors, votez, monsieur. Ah, très bien. Donc, je déclare le vote fermé, terminé, et je vous exprime les résultats. Donc, 920 voix pour, 31 contre et 58 abstentions. Donc, les ratifications, les modalités de calcul des cotisations sont ratifiées, adoptées par le Congrès à la majorité, tout simplement. Voilà.